Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. La viande, oui, mais vous savez, c'est... Attendez, il faut faire attention, là, auditeur sud de Résistance sur le Quand vous allez maintenant dans les restaurants, quand vous allez chez vous de boucher, allez vite, hein, parce que, comme vous le savez, maintenant, au nom du climat, de la réduction de CO2 et du gaz à effet de serre, eh ben, qui sont responsables ? Ça commence, ça pointe, ça vient, les animaux, et oui, et donc, la viande, c'est ça, et on commence par détruire les cheptels, on a vu, et ça va venir par les chiens, enfin, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, on en parlait par rapport aux humains qui se prennent pour des chats, des chiens, des arbres, ou des plantes, ou des pissenlits, même démarche, alors que le CO2, sans le CO2, vous crevez demain la bouche ouverte, enfin, c'est autre chose. Eh bien, il y a un bioéthique, voilà, un spécialiste de la bioéthique, qui s'appelle Matthew Lao. Et il a dit, voilà, il faut évidemment le changement climatique, voilà. Il avait dit en 2013, c'est bien ça, il y a 10 ans. Vous voyez, tout ça n'est pas nouveau, hein. Tout ça, on n'a pas attendu le Covid, etc. Tout ça est en gestation depuis une vingtaine d'années. Et il a dit ceci, il a dit, écoutez, changement climatique, il faut absolument, c'est pas possible de continuer comme ça. Eh bien, il faut que les humains soient génétiquement travaillés, métamorphosés, pour devenir, écoutez bien, intolérants à la viande. Voilà. Et il le dit comme ça, il dit, si nous mangeons moins de viande, eh bien, nous pourrons très significativement réduire notre émission à effet de serre. Et le problème, c'est que, évidemment, on dit toujours cette grande star de la bioéthique, monsieur Matthew Lao, il dit, oui, mais il y a des gens qui seraient d'accord pour manger moins de viande. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les véganes il y a tous les autres. Eh bien, ils n'ont pas simplement la volonté, c'est vrai, parce que une bonne viande, ils sont habitués, ils disent on va manger, hein, on n'est pas tous végétariens. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, l'ingénierie humaine. On pourrait artificiellement, dit toujours le bioéthique, on va introduire l'intolérance à la viande, et comme ça, nous créerons une aversion pour, écoutez bien ce qu'il dit, la nourriture inamicale, la nourriture adverse. Voilà. Et il explique comment, si nous mangeons moins de viande, c'est très simple, nous introduirons cette tolérance et créer l'aversion à manger, à la viande et à tout le reste, pour ne manger que des aliments écologiques. C'est pas beau tout ça. C'est pas beau, c'est pas la démocratie qui avance, voilà. Au nom, aujourd'hui, de la sauvegarde de la planète, mais de la fausse sauvegarde de la planète, soi-disant pour les effets de serre, et beaucoup de choses sont à dire là-dessus, eh bien, viande, terminée. Animaux, on va voir, on va faire le tri, etc., etc., etc. Voilà. Vous voyez, c'est, comme je vous dis, c'est la rubrique « Ça avance, on n'arrête pas le progrès ». Ça vous fait réagir, n'hésitez pas, 08. Ah, vous vous rappelez cette phrase de Michel Audiard ? Michel Audiard, il en a eu beaucoup, hein, de phrases merveilleuses, de phrases assez géniales. Il disait, si ça continue comme ça, et il le disait il y a 20 ans, 25 ans peut-être, nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. S'il vivait encore, Michel Audiard, il dirait que aujourd'hui, avec près de 50% de prélèvements obligatoires, nous ne sommes plus en pays socialiste, mais en pays, en Groland, quoi. On peut dire en Groland, hein, pour ceux qui connaissent la série culte de Canal+. Pourquoi on vous dit l'impôt sur les eaux ? C'est bien simplement, vous voyez, par exemple, on a donné un cadeau aux communes. Eh bien, par exemple, les communes auront le droit de surtaxer les résidences secondaires en augmentant la taxe d'habitation. Voilà, ça a été publié au journal officiel ce 26 août. Voilà, écoutez, selon l'INSEE, il existe en France 3,7 millions de résidences secondaires et 3,1 millions de logements vacants, et pas vacances aussi, mais vacances surtout. Alors, d'accord, mais de combien on va augmenter cette taxe d'habitation ? Eh bien, c'est très simple, on ne sait pas. Parce
qu'on laisse aux communes le choix de décider, le soin de décider par rapport à ce qu'ils veulent faire. Alors, ça peut être 5%. Ça peut être 10, 15, ça peut être 60% du montant de la taxe d'habitation. Je rappelle qu'on avait supprimé la taxe d'habitation, vous vous rappelez? Formidable, regardez le cadeau, immense le cadeau, mais la manne céleste qu'on apporte aux Français, suppression de la taxe foncière. Formidable. En revanche, sur la taxe d'habitation, on peut s'amuser. Non, c'était exactement le contraire, pardon, vous voyez? Je suis un peu... la nouvelle m'émeut, là. En fait, on a supprimé la taxe d'habitation, et puis là, la taxe foncière, elle joue, mais on recommence avec la taxe d'habitation, et bien voilà. Les collectivités territoriales se sont partagées plus de 3 milliards d'euros provenant de la taxe d'habitation des résidences secondaires, parce que ça, c'est resté. Hein. Alors... Elle s'applique dans les villes de plus de 50 000 habitants qui sont confrontés à un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement, entraînant des difficultés sérieuses, dit la loi, dit la mesure, d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. En fait, c'est plus de 50 000 habitants, etc. Alors ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire simplement que les communes décideront elles-mêmes, mais ça veut dire qu'il y aura un rush extraordinaire, mais fabuleux, sur les communes de moins de 50 000 habitants. C'est-à-dire que tout le monde ça va être la chasse au village. C'est vrai, alors ça va être extrêmement pratique et peut-être positif pour les villages, pour les petites villes, les petites villes, parce que, voilà, les gens vont dire, oh là là, si c'est la taxe d'habitation va augmenter de 60%, allons, repeuplons la France, ce qui est une bonne chose. Alors, je ne sais pas si c'était ça, ou si c'était le petit cadeau fait par le gouvernement aux communes pour dire aux maires, regardez comment on s'occupe de vous après vous avoir boudé de façon fâcheuse. En tout cas, à suivre, parce que ce sera aux communes de choisir la proportion du montant de la taxe. Ça va être très, très, très intéressant à suivre du point de vue aussi des migrations. Je parle des migrations intérieures, bien sûr. Elle ne regrette rien. D'ailleurs, elle sort un livre, Agnès Buzyn, elle sort un livre où elle va raconter tout ce qui s'est passé. Je dis pas ses mémoires, elle est encore jeune, mais tout ce qui s'est passé depuis cette histoire du Covid, où elle était ministre de la Santé au début. Et il y a eu tellement d'épisodes, je pense que ce livre va être très intéressant et va se vendre. Je crois qu'il paraît en fin septembre. Mais c'est très très intéressant avec Agnès Buzyn parce qu'elle s'est expliquée lors des commissions d'enquête du Sénat, de l'Assemblée nationale. Elle s'est expliquée partout, elle s'est expliquée au Monde, rappelez-vous, c'est-à-dire cette interview de Monde de mars 2021, quand elle a quitté le ministère de la Santé pour se présenter avec le succès que l'on sait aux élections municipales à Paris. On se rappelle, elle avait dit au Monde, on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, je savais depuis début janvier, d'ailleurs j'en ai parlé avec énormément au Premier ministre, etc. Et elle dit c'était atroce, c'était terrible, je ne sais pas ce que je fais de ma vie, les interviews au Monde datent de mars 2021. Et elle était complètement, évidemment, on comprend. J'ai averti Édouard Philippe le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient pas se tenir, je rongeais mon frein, qu'est-ce que je fais, etc. Alors on m'a dit mais non, vas-y, etc. Mais le problème, c'est qu'elle était persuadée que le drame est arrivé, mais elle n'en a pas parlé à l'époque. Alors voilà, elle va raconter la crise du Covid de l'intérieur, mais il faut savoir, c'était très intéressant, je me rappelle, à un moment donné, dans la commission d'enquête, quelqu'un l'interrogeait et disait, mais dites-moi, pourquoi vous avez interdit l'hydroxychloroquine, vous avez considéré comme c'était néfaste depuis janvier? Elle a dit cette phrase magnifique, de toute façon les Français prennent trop de médicaments. Certes, no comment. Mais elle a dit aussi d'autres choses. Écoutez. J'avais passé une journée épouvantable. J'étais très fatiguée. Donc, ce que j'ai dit au Monde ce jour-là, c'était arrêtez de dire que j'ai rien vu, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'ai préparé. Parce que j'ai pressenti, j'ai senti un danger, bien avant les autres. Le Premier ministre
l'a tout de suite perçu avec moi. Et il a été avec moi en permanence. Il m'a fait une confiance totale pendant cette période. Alors, peut-être qu'on saura un jour, hein, elle a senti un danger bien avant les autres, elle a su avant les autres, le Premier ministre savait aussi, le président savait aussi. Mais à l'époque, vous vous rappelez à l'époque ? Le masque ne sert à rien, oui, non, prenez du Doliprane et restez chez vous. Vous vous rappelez de tout ça ? Vous vous rappelez les gestes barrières, etc. Oui, on savait, mais on n'en parlait pas. Et pourquoi on n'en parlait pas ? Je laisse à votre sagacité, auditeur de Sud Radio, de savoir pourquoi on n'en parlait pas. Écoutez, on attend les mémoires d'Agnès Buzyn. Aujourd'hui, elle est à la Cour des comptes. Écoutez, on lui souhaite du succès. Mais vraiment, est-ce qu'on saura dans ce livre ce qui s'est passé ? Je vais vous dire mon sentiment personnel. Ça m'étonnerait que l'on sache tout. On le saura un jour, mais pas encore.